borderline. Humeur changeante, difficulté à contenir ses émotions, angoisse. La victoire éclatante du Front National aux élections européennes. Altération de la perception, du raisonnement, voilà quelques-uns des symptômes. Les élections européennes ont livré leur vérité. 6 Français sur 10 ne se sont pas déplacés. Des troubles de la personnalité borderline, qu'on appelle aussi état limite. Borderline sur E-Radio Nantes, présenté par Cécile Roland. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute du 101.3 FM. Vous nous retrouverez également sur le web eradionantes.eu. Borderline spécial comme nous l'avions annoncé, nous sommes installés cette semaine au Parlement européen à Strasbourg à l'occasion de la session plénière qui démarre à l'instant et ça se passe à quelques mètres de notre plateau dans l'hémicycle. Nous allons aborder quelques-uns des thèmes qui sont à l'ordre du jour de cette session ou qui font l'actualité, les OGM et les carburants et les biocarburants notamment. Pour cela, une invitée, la députée européenne du PPE, Angélique Delahaye, sera avec nous dans quelques instants. Excellente fin de journée sur Radio Nantes, Borderline au Parlement européen. C'est parti. Borderline, soyons fous, rêvons l'Europe. Et je vous le disais, notre invitée est avec nous en plateau. Bonjour Angélique Delahaye. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous siégez, je l'ai dit, avec le PPE, le Parti populaire européen. En France, vous êtes à l'UMP. Et vous êtes membre ici au Parlement de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, suppléante, je le souligne, pour la Commission agriculture et développement rural. Angélique Delahaye, les OGM sont revenus au premier plan des débats européens depuis plusieurs semaines. La Commission européenne vient d'autoriser la commercialisation de 19 OGM sur le marché européen. Elle propose d'ailleurs un règlement pour laisser chaque État membre décider s'il les accepte ou non sur son territoire. La Commission a-t-elle raison, selon vous ? La Commission, malheureusement, ne peut pas régler des problèmes que les États membres n'ont pas réglés eux-mêmes. La Commission se trouve dans une situation où elle est obligée de gérer un dossier pour lequel le Conseil de l'Europe n'a pas trouvé de modus vivendi. Et c'est, me semble-t-il, pour moi, député européen, l'antithèse de la construction européenne. Parce que aujourd'hui, on renvoie aux États membres le soin de régler la question. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie européenne sur le sujet. Est-ce qu'elle aurait pu patienter, justement, puisqu'il n'y a pas de stratégie ? Non, il fallait avancer sur ce sujet parce que régulièrement, on avait une confrontation entre les pros et les anti-OGM. Et pour les États membres comme la France, par exemple, qui interdit la mise en culture d'OGM, elle se trouvait régulièrement devant la Cour de justice européenne sur cette question de l'interdiction des mises en culture. Ça, c'était sur les cultures, effectivement. Là, on a exactement la même question sur est-ce qu'on peut les importer ou pas ? Est-ce que là, il fallait aussi aller dans le même sens ? Mais oui, parce qu'on est sur un marché unique. Donc il y a un moment où on est pris dans une espèce de schizophrénie, puisqu'on est sur un marché unique, mais qu'on n'est pas capable de trouver des règles qui vont s'appliquer à l'ensemble des pays européens sur ces sujets-là. Donc pour vous, c'est mieux que rien ? Disons qu'on va dire que c'est peut-être le moins pire. Le moins pire. Du côté des Verts, on a parlé, on a dénoncé que la Commission avait cédé aux multinationales. Est-ce que c'est non, puisqu'elle renvoie simplement la balle aux États membres. Elle leur renvoie, comme l'a très bien dit ma collègue Françoise Grossetête dans son communiqué de presse, elle leur renvoie la patate chaude. Quelle garantie du coup pour la sécurité alimentaire et toutes ces questions-là sur l'ensemble du continent européen ? Mais là, tant que les États membres ne seront pas capables de trouver un consensus pour régler la question et de la production et de la consommation des OGM, on se trouvera dans une situation mi-chèvre, mi-chou. Et quelle politique il faut favoriser alors du coup ? Comment est-ce qu'on fonctionne ? Comment est-ce que ces négociations sont susceptibles d'avancer ? Je vous dis, malheureusement le parlementaire que je suis n'y peut pas grand-chose. Il faut que les États membres se mettent d'accord et que la Commission propose un texte qui soit issu d'un consensus entre les États membres, que les parlementaires qui représentent les citoyens européens puissent se positionner. Selon vous, ce type de débats qui ressortent régulièrement et qui font beaucoup réagir l'opinion publique aussi, en France, mais pas seulement, est-ce que justement c'est dangereux pour la perception de l'Europe dans l'opinion publique ? Eh oui, ça ne donne pas une image d'une Europe qui protège les citoyens, d'une Europe qui soit en capacité de faire en sorte que tout le monde sur le territoire européen sera traité de la même façon.
Mais c'est toute la difficulté d'une Europe qui est la cohabitation de plusieurs États et non pas une Europe fédérale. Un autre dossier, parce que ça aussi, ça arrive dans l'actualité, et notamment sur cette session plénière, le dossier des agrocarburants, biocarburants, il y a différentes façons de les appeler. Il y a plusieurs façons. Voilà, un texte qui doit être soumis au vote mercredi et qui revient sur les objectifs sur cette question-là, directive européenne, une adaptation. Les biocarburants provenant de terres agricoles devront représenter 7% maximum de la consommation d'énergie dans les transports en 2020. C'est un texte sur lequel vous aviez réagi au moment de l'adoption en commission. Est-ce que le consensus qui a pu être trouvé en trilogue, là, vous satisfait? Je pense qu'il y avait plusieurs écueils dans cet accord ou dans ce texte. Me semble-t-il, pour l'économie, il fallait... l'économie et l'environnement, il fallait trouver un texte équilibré entre la nécessité d'avancer sur la question des biocarburants et de ne pas changer de braquet à 180 degrés vis-à-vis des gens qu'on a encensés pendant des années parce qu'ils ont investi dans les biocarburants. Vous voulez dire qu'on a soutenu les biocarburants ou agrocarburants et là on freine? On avait l'intention de faire un virage assez violent et ça n'est pas acceptable pour des gens et des industriels qui avaient, et des agriculteurs qui avaient investi sur ce dispositif. Moi, je crois qu'à partir du moment où on prend des orientations, il faut qu'on reste cohérent. Qu'on incite aux biocarburants de seconde génération. Bien sûr qu'il faut y aller. Donc de seconde génération, pour expliciter, c'est ceux qui ne sont pas issus de terres agricoles, mais de déchets ou d'algues, par exemple. Oui, d'autres éléments. D'autres matières qui ne viennent pas directement des sols. Moi, mon regret, c'est qu'une fois de plus, on ne va pas au bout des choses. Certes, il fallait permettre aux industriels qui ont investi de ne pas voir brutalement leur activité cesser et donc de les amener petit à petit à modifier leur process pour aller vers des biocarburants de seconde génération. Sauf que dans le même temps, on n'est pas capable de dire qu'il doit y avoir un objectif contraignant sur les biocarburants de deuxième génération. Donc je trouve que là aussi, si on a donné le sentiment que cette fois-ci l'Europe était cohérente, etc., je trouve qu'on n'a pas été suffisamment loin. Parce que ce qui est prévu dans le texte, c'est bien pour ce qu'on appelle les biocarburants avancés, un minimum de 0,5% pour 2017. Oui, mais sans contrainte aucune. Sans contrainte aucune, et moi, c'est là que pour vous... J'avais proposé effectivement qu'on ait un objectif contraignant à 0,5. La question de l'affectation indirecte des sols, en tout cas les conséquences de passer de culture pour des biocarburants à autre chose, là par contre, je crois plutôt un motif de satisfaction, puisque cette donnée-là n'a pas été retenue. Ce facteur qu'on oui. appelle le facteur ILUC ou facteur quasi, effectivement, nous semblait à ce jour très contestable sur le plan scientifique. Donc on ne l'a pas complètement évacué. On dit qu'il faut continuer à travailler sur ce facteur de façon à ce que si on doit être employé, il soit scientifiquement incontestable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Est-ce que globalement sur ce dossier-là, étant donné les objectifs qu'affiche l'Union européenne pour le développement des énergies renouvelables, pour la lutte contre les pollutions, etc., est-ce qu'on est vraiment suffisamment ambitieux? Est-ce que ce n'est pas des discussions finalement Non, je le disais à l'instant, je pense que l'Europe a fait un pas significatif sur ce dossier. Peut-être aurait-il fallu aller plus loin, mais là aussi on est dans un trilogue. Donc ça veut dire qu'il faut que le Conseil européen, que la Commission et que le Parlement se mettent d'accord. Le texte auquel on aboutit est un consensus intéressant qui montre la direction. Maintenant, il faudra être plus ambitieux la prochaine fois. Une dernière question, Angélique Delahaye, puisque la session est en cours. Qu'attendez-vous et sur quel dossier serez-vous particulièrement attentive, en dehors de ceux dont on a parlé, sur cette session d'avril 2015 ? Je vais être attentive sur le dossier de la stratégie alcool, parce que les enjeux sont importants pour les filières, sont importants
pour les consommateurs. Et je crois qu'à ce titre-là, moi je vais demander à mes collègues qu'on ne parle pas de nouvelles stratégies, mais qu'on soit bien dans la prolongation de la stratégie qui avait été initiée, qui a fait ses preuves, qui certes a peut-être besoin d'être renforcée, qui doit être mais il faut arrêter de se faire depuis peur. quelques mois déjà. Voilà, mais enfin, faut arrêter de se faire peur tous les 4 matins. Aujourd'hui, je crois qu'il faut travailler sur la promotion d'une consommation raisonnable. Il faut combattre les excès, mais la réglementation ne réglera pas forcément toujours la question des excès. Je crois que l'information, la promotion et la prévention. La prévention. D'ailleurs, je crois que le commissaire avait parlé de la politique des 3 P, promotion, prévention et... ça y est, j'ai oublié le dernier. Hein. En tout cas, cette politique-là... Voilà. Cette politique qu'il avait dénommée des 3 P, et que j'avais dit d'ailleurs, j'aimerais bien que le dernier P ne soit pas celui de la prohibition, mais bien celui de la promotion et de la prévention, nous permettent d'envisager les choses sereinement. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager les choses sereinement, que les industriels sont prêts à jouer le jeu sur donner le plus d'informations possible sur l'étiquette, par exemple? Oui, mais de quelle information parle-t-on? De quelle information là, il est question parle-t-on? des valeurs nutritionnelles, bien sûr, des degrés d'alcool. Quand vous buvez un verre de vin à table, c'est pas parce qu'il y en aura 10 lignes sur l'étiquette que vous allez ou pas boire le verre de vin. On est dans une autre dimension. Moi, je pense qu'effectivement, là où il y a un vrai sujet, c'est sur ce qu'on appelle les alcool pops ou alcopops, qui sont le mélange des sodas et des alcools, où là, effectivement, qui sont plus à destination des jeunes. Donc où là, il y a vraiment un public jeune, là. Oui, je pense que là, il y a effectivement de l'éducation, de la prévention et de l'information à faire. Comment ? Peut-être effectivement en indiquant les risques encourus sur l'excès de consommation de ce type de produit. Oui. Et ce dossier-là, donc sur la question de la stratégie en matière d'alcool, est discuté ce lundi ici au Parlement européen. C'est pour ça que je vais vous quitter rapidement. Absolument. Merci beaucoup Angélique Delahaye, je le rappelle, députée européenne du parti PPE. Merci.